Salut Coco. Salut Cocotte. Hi. Comment on se retrouve? D'habitude, on se parle. Et là, on va continuer de se parler, sauf que tu me vois. D'habitude, tu ne me vois pas. Je suis sur SoundCloud. Et sur SoundCloud, bah, on ne peut pas me voir forcément. Tu as écouté les récits mythologiques sur Héraclès et l'analyse que je fais d'Héraclès, de sa vie, de sa trajectoire de héros. Tu as écouté la voix du sabre, évidemment, et la trajectoire du héros, Musashi, le fameux Ronin, samouraï Ronin, légendaire Musashi et son jeune élève. Tu as écouté tout ça sur SoundCloud. Bon, super. Tu as vu la vidéo, en l'occurrence, ayant trait à Voldemort, le jeune Voldemort, et son rapport au professeur Slughorn. Bref, tu connais un petit peu mes thématiques, mes grandes thématiques, la transcendance, la guerre propre, ce que j'appelle la guerre propre. Nous allons illustrer toujours voilà, cette conception de la transcendance par le film Papillon, qui s'inscrit en droite ligne de tout ce que je viens de te raconter. Papillon, papillon, papillon. Papillon, j'ai pris quelques notes, Papillon, sur le film Papillon que j'ai vu, avec Charlie Hunnam dans le rôle titre, et Rami Malek. On parlera de ces deux comédiens-là, qui sont à la hauteur des deux personnages. Alors Papillon, c'est quoi? Papillon, c'est l'histoire d'Henri Charrière. Henri Charrière était un délinquant français dans les années 30. C'était une petite frappe qui évoluait dans le milieu interlope de la capitale française. Il a été accusé injustement du meurtre d'un souteneur qui s'appelait Roland Legrand. Alors un souteneur, qu'est-ce que c'est? C'est un Mac, tout simplement. Donc Papillon Henri Charrière est accusé de meurtre et pour cela, il est envoyé en Guyane, condamné aux travaux forcés à perpétuité. Rien que ça. C'est un peu le conte de Monte Cristo du XXe siècle, hein, Henri Charrière. C'est vraiment ça. Hein. C'est un mec qui est injustement accusé. On l'enferme, on le saucissonne dans les geôles. Dans les geôles les plus terribles, et il en réchappe. Il en réchappe. C'est un super-héros, mais alors c'est un super-héros vintage. Attention, il n'a pas de cape, il n'a pas de slip rouge. Il s'appelle pas Deadpool, il s'appelle Papillon. On va comprendre pourquoi est-ce qu'il s'appelle comme ça. Ce film-là, le film dont je te parle, parce qu'il y a eu deux versions, hein, la version des années 70 et la version qui vient juste de sortir. Moi, j'ai vu la version qui vient juste de sortir. C'est un film sur les ressources de l'esprit humain, d'accord? Comment est-ce que tu fais pour réchapper à la Guyane des années 30? Comment est-ce que tu fais pour réchapper au système carcéral dans les années 30? Et alors, évidemment, tout cela est métaphorique. Hein, il ne s'agit pas seulement de nous dépeindre la vie autour des colonies. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est un film de chevalier. Je dirais, après c'est mon avis tout à fait personnel, qu'Henri Charrière est un chevalier, beaucoup plus qu'il n'est un délinquant. Alors pourquoi est-ce que c'est un chevalier? Le chevalier finalement se caractérise par quoi? Il se caractérise par les vertus cardinales que sont l'héroïsme, on est bien d'accord, la noblesse d'âme, la bravoure, et bien sûr la loyauté. Voilà ce qui caractérise les quatre vertus les quatre vertus cardinales qui caractérisent le... Je sais pas ce qui m'arrive. Je sais pas, c'est la fin du mois d'août, j'ai chaud. J'ai encore très chaud et tu sais que je déteste avoir chaud. Qui caractérise le chevalier, d'accord? Donc c'est un film de chevalier, sauf que... et c'est là où l'histoire de Papillon est particulièrement intéressante. Ce chevalier-là n'appartient pas au système dominant. D'ordinaire, le chevalier appartient au système dominant. D'ailleurs, il en est le champion millénaire. On connaît tous
l'épopée arthurienne, on connaît tous Perceval, Lancelot, Gawain, Galad, qui sont les chevaliers du roi Arthur, et qui, en tant que tels, prêtent allégeance au système en place, au système officiel, le système de pouvoir en place. Euh, voilà. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que Charlie Hunnam, qui joue Papillon, a joué le roi Arthur. Tu vois la connexion? Il a joué le roi Arthur dans le film de Guy Ritchie, voilà, où il incarne finalement le chef de ce système dont je suis en train de te parler, et pour lequel les chevaliers donnent leur vie, ploient le genou. Sauf que là, on est dans une situation où ce chevalier-là, Papillon, est en lutte contre le système. D'accord? Il est toujours caractérisé par les 4 vertus cardinales, mais il les emploie, ces vertus-là, à lutter contre le système. Ça, c'est nouveau. Alors, qu'est-ce qui fait lui un héros? C'est un héros parce qu'il se transcende. Oh, la transcendance, tu sais que j'aime ça. Si tu m'as écouté sur SoundCloud, Coco, et je sais que tu l'as fait évidemment, que faire d'autre, tu sais que j'aime l'idée de transcendance. Il se transcende, comme je te l'ai dit, il part d'une situation de petite frappe dans un milieu interlope, une situation de délinquant, pour accéder à la force du poignet. Tu vois ce poignet là? À la force du poignet, il accède au rang d'électron libre, d'accord, qui façonne sa propre réalité, qui ne se laisse pas emprisonner, c'est le cas de le dire, par le système. Il va façonner sa propre réalité. Voilà, il y a d'ailleurs cette scène très très belle. Alors, il risque d'y avoir quelques spoilers dans ce que je te raconte, mais voilà, il y a une séquence où il est largué sur l'océan, il est juché sur son radeau de fortune. Et je trouve que cette séquence-là, qui est très joliment filmée comme ça, en plongée, lui sur son radeau de fortune au milieu de l'océan. Cette séquence-là illustre la notion d'électron libre, c'est-à-dire qu'il était à la solde des mafieux tant qu'il restait à Paris. Un esclave finalement à la solde des mafieux, puisqu'il ne volait pas pour son propre compte, il volait pour le compte des mafieux. Et là, il se retrouve à la force du poignet après maintes et maintes épreuves, libre, électron libre, et façonnant sa propre destinée. Il a le large pour lui seul, il a le ciel pour lui seul. Il n'est plus embrigadé, il n'est plus enfermé, il n'est plus saucissonné. C'est la potence à saucisson. C'est fini pour lui. Donc il est héroïque en cela, il est noble. Pourquoi est-ce qu'il est noble? Il a une noblesse d'âme tout à fait conséquente, puisqu'il, si tu veux, il s'est créé un enjeu. Quand il arrive en Guyane, il se crée assez rapidement un enjeu, et même avant d'y arriver, sur le bateau qui l'y mène, il se crée un enjeu de survie, et l'enjeu, c'est celui de protéger Louis Degas. Ah, Louis Degas, c'est qui? C'est un autre bagnard, un futur bagnard. Louis Degas, c'est un faussaire qui s'est fait coincer par la justice et qui lui aussi va donc en payer le prix en Guyane dans le contexte des travaux forcés. Et Louis Degas devient très très vite un objet de convoitise pour tout le monde parce qu'il est riche, il a de l'argent et il a de l'argent sur lui, dans son cul plus précisément, puisque forcément il ne pouvait pas afficher sa richesse, donc il a caché son butin dans son fondement. Tout le monde le sait et notre copain Papillon va lui servir de garde du corps, d'accord? Donc au départ, leur relation est fondée sur un accord commercial. Je te sers, moi Papillon, je te sers de garde du corps parce que finalement tu n'es qu'un gringalet binoclard qui ne sait pas se battre, qui ne pourra jamais survivre dans un tel milieu carcéral. Je vais m'occuper de toi, je vais te protéger, à condition que tu me donnes suffisamment d'argent pour que je puisse m'évader. Parce que dès le départ, Papillon rejette catégoriquement ce qui lui arrive et il n'a de cesse de vouloir s'évader. Mais pour cela, il a besoin d'argent, l'argent qui va servir à payer les passeurs une fois qu'il sera en Guyane. Les passeurs qui sont donc évidemment censés le faire voyager en bateau vers la liberté. Voilà, il a besoin d'argent, l'argent qui se trouve dans le cul de son futur pote, Louis Degas. Et alors au départ tu me diras mais quel est le rapport avec la noblesse d'âme? Le rapport c'est qu'au fil du temps il va y avoir une radicale évolution dans ce rapport-là entre les deux hommes.
et, Papillon va protéger son acolyte de façon tout à fait désintéressée. C'est-à-dire qu'au fil du temps, ils apprennent à se connaître et il n'est plus question d'argent. D'ailleurs, Louis Degas, très rapidement, se retrouvera à court d'argent et Papillon va le protéger gratuitement, si j'ose dire, au péril, bien souvent au péril de sa propre vie, de sa propre sécurité. C'est-à-dire que bien souvent, il lui en coûtera de venir en aide à ce cher Louis Degas. Il lui en coûtera, mais vaille que vaille, il va le protéger. Alors qu'il pourrait se la jouer solo, se la jouer perso. Noblesse d'âme. On reviendra là-dessus. Quoi d'autre? La bravoure, évidemment. Le chevalier se caractérise par sa bravoure. Les broyés du Poitou. Peut-être que j'ai besoin de manger des broyés du Poitou pour être un brave, pour être un chevalier qui n'a pas froid aux yeux tel Papillon. Alors la bravoure, il est dans d'excellentes conditions physiques et mentales. Comme je te l'ai dit, c'est un délinquant qui est habitué à la rudesse de la vie. Alors rien ne l'a amené, si tu veux, à cette rudesse de la vie de délinquant, puisqu'au départ il est fils, d'un maître et d'une maîtresse d'école. Il a été élevé assez tranquillement, finalement, même s'il y a toute une zone d'ombre autour de son passé. On parlera du mystère, hein, le mystère. Le mystère Papillon. On en parlera. Donc voilà. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas. Donc voilà. Donc voilà, il est en excellente condition physique, le Papillon. Charlie Hunnam, voilà, d'ailleurs la plastique musculeuse pour incarner ce personnage-là en excellente condition physique et mentale, et Dieu sait qu'il en a besoin de ces excellentes conditions existentielles. Il se bat très rapidement, il se bastonne très rapidement dans le bateau qui l'amène jusqu'en Guyane. Il se castagne avec ses futurs compagnons d'infortune. Il se castagne, il tient tête aux dirigeants du bagne, il leur tient tête, il fait preuve d'une insolence assez, je dirais pas désopilante, mais c'est vrai qu'il y a certains moments dramatiques qui sont agrémentés comme ça d'humour. Et que l'humour vient de l'insolence du personnage. Il ose tenir tête aux dirigeants alors qu'il est au plus bas. On l'enferme dans une cellule d'isolement parce qu'il va tenter de s'échapper. Et à chaque fois, si tu veux que tu tentes de t'échapper, boum, la sentence est toujours un peu plus lourde. La première tentative d'évasion se solde par 2 ans en cellule d'isolement, puis 5 ans en cellule d'isolement, si tu tentes de t'échapper une seconde fois. Puis on t'envoie sur l'île du diable si tu tentes de t'échapper une 3e fois. Enfin, ça va crescendo dans le malheur. Et lui leur fait aux dirigeants de Cayenne Land là, il leur fait un pied de nez à chaque fois. Voilà, aussi parce qu'il a cette bravoure, il est courageux, il est audacieux, il est en cela un chevalier, il aime se battre. Et d'ailleurs à chaque fois qu'il est sur le point, à chaque fois qu'il est sur le point de se battre, il a ce sourire, on sent la jubilation qui monte dans ses yeux, un peu comme il y a cette scène dans le film Collatéral avec Tom Cruise où Tom Cruise se retrouve, c'est une parenthèse que je fais, Tom Cruise se retrouve en boîte de nuit, tu sais, et au moment où il s'apprête à flinguer ses adversaires, tu sens dans ses yeux, puis Tom Cruise a un regard particulièrement vif, tu sens dans ses yeux la jubilation face à l'occasion de se battre. Il est tout à fait comme ça, Papillon, hein. Il a un côté Titi parisien gouailleur. Alors l'acteur est anglais, hein, les acteurs sont anglo-saxons, mais voilà, il a cette espèce de physionomie comme ça, insolente.
Les Français sont connus pour, hein, leur insolence, enfin, ont été connus pour, peut-être moins maintenant, mais ont été connus pour. Donc, mais pour cela, faut-il encore être brave pour pouvoir en assumer les conséquences, les conséquences de l'insolence. Il est brave. Euh, voilà, il y a tout un tas d'exemples. Et il est loyal. Donc il est loyal. Alors il est d'abord loyal tout du long à son rêve d'évasion. Euh, et puis bien sûr, il est loyal à Louis Degas, son copain Louis Degas. Il lui est complètement loyal. Alors il ne cède jamais. Il ne cède jamais. Il a ce rêve d'évasion. On lui fait comprendre qu'il a tout intérêt à lâcher ce rêve, que tu ne t'échappes pas de la Guyane française des années 30, tu ne t'en échappes tout simplement pas. Lui, n'y croit pas, il ne cède aucun pouce de terrain. Alors j'allais dire, il est droit dans ses bottes. Il a pas de bottes. Il est droit dans ses pieds. Il est systématiquement pieds nus. Et, euh, et donc voilà, il est tout à fait loyal, il ne cède jamais, il résiste aux injonctions du directeur, du bagne, il y résiste corps et âme quand le directeur lui dit voilà, je sais qu'on t'apporte de la nourriture en contrebande, dis-moi qui le fait, dis-moi qui t'apporte cette nourriture, et j'allégerai ta peine. N'essaye même pas avec Papillon, si tu veux. Il ne cédera pas, il ne donnera pas le nom de Louis Degas, spoiler, qui lui apporte en contrebande de la nourriture. Parce que à ce moment-là, quand notre ami Papillon se retrouve en cellule d'isolement suite à sa première tentative d'évasion, Louis Degas, lui, est promu apprenti maton d'une certaine façon. Voilà, il coordonne la vie en société carcérale et il parvient à faire quel est le terme que je cherche? À faire apporter des vivres à son ami. Il lui fait apporter des vivres en secret et le directeur évidemment voilà, le sait mais ne sait pas qui fait quoi. Et Papillon ne divulgue jamais le nom de son ami, tu vois. Il est loyal, loyal. Il résiste aux suppliques du gros sauvageon. Là, il y a une espèce de gros barbu qui va leur servir à un moment donné d'acolyte pour s'évader parce qu'ils ont besoin d'être un certain nombre pour que l'évasion ultime se solde par un succès. Et ce gros sauvageon là, qui a vraiment une tête à jouer les sauvageons dans Game of Thrones, lui dit mais Louis Degas nous retarde, c'est un gringalet, binoclard, il ne sert à rien, il ne fera que nous retarder, il est trop faible, et puis tu vois il est hésitant, il ne veut pas vraiment s'échapper, mais rien à battre si tu veux Papillon. Non, non, cet homme-là, j'en fais mon combat, tu vois, de le protéger, vaille que vaille. Donc voilà, chevaleresque, tu vois ce que je veux dire? Héroïsme, noblesse d'âme, bravoure, loyauté. Voilà ce qui caractérise le personnage de Papillon. Alors Papillon, il a un tatouage, il est tatoué de partout, voilà, en bon tolard. Il a un tatouage de papillon comme ça, juste voilà, à la naissance de la glotte là entre les clavicules, il a un papillon juste là et le papillon alors c'est pas expliqué dans le film mais on peut s'imaginer que le papillon représente la légèreté, c'est un voleur hein, au départ hein, il se doit d'être léger, d'être discret, de passer comme ça dans le dos des gens à leur insu, tel le papillon hein, c'est vraiment une affaire de légèreté. Euh, voilà. Donc, donc il y a vraiment tu vois, par rapport à cette histoire de chevalier, on peut dire qu'il y a une distorsion à l'égard du schéma classique. L'enjeu n'est pas la dame, tu vois, parce que bien souvent voilà, dans les histoires chevaleresques, il est question d'amour courtois. Le chevalier se bat pour son roi, bien sûr, le roi Arthur en l'occurrence, mais aussi pour sa dame, la dame de ses rêves, la dame qui assiste au tournoi, aux joutes, il se bat pour elle. Là, pas du tout, il a une nana
Nénette, elle s'appelle Nénette, sa nana, Nénette, au début de l'histoire, et très rapidement, voilà, quand il est accusé de meurtre, il dit à sa compagne, oublie-moi, oublie-moi, j'ai pris perpète. À quoi bon rêver de vivre à la campagne, d'amour et d'eau fraîche, c'est fini pour moi. Oublie-moi. Donc très très vite, l'histoire d'amour est recalée au fond de la grange et on n'en parle plus. Et comme je te l'ai expliqué, il se crée de nouveaux enjeux, des enjeux tout à fait personnels. Voilà. Donc il a cette capacité au fil du temps, bien sûr, ça se fait pas en 2 jours, à se créer une nouvelle réalité en rejetant le système en place, tout simplement. C'est un chevalier félon. C'est un chevalier félon. Voilà. Pas ce que t'en penses, mais moi je pense que voilà. Il est félon. Alors d'où lui viennent ces qualités? Voilà, d'où lui vient cette résistance formidable, cette résilience formidable. Le papillon historique va rester plus de 10 ans au bagne, si tu veux. Je te l'ai dit, il a connu la cellule d'isolement 2 ans, puis il va la connaître 5 ans. 5 ans d'affilée où il est parce que c'est une tête brûlée, on va chercher à le briser et on va l'isoler des autres bagnards. Il va rester en cellule d'isolement comme ça des années durant. Mais encore une fois, rien n'y fait. Il résiste, il résiste, il résiste. D'où lui viennent ses qualités? Il est comme Papillon, je dirais qu'il est comme l'eau. Tu sais, Bruce Lee comparait le guerrier idéal à l'eau, à l'eau. Pourquoi l'eau? Parce que l'eau est insaisissable. L'eau est intrépide, l'eau est incassable. Voilà, tout ce qui fait ce que Papillon devient au fil de l'histoire. L'eau est douce. Tu vois, c'est quelqu'un qui est doux, qui est sensible, qui souffre, alors même s'il ronge son frein pendant des années, parce que les évasions se soldent systématiquement par des échecs au départ. Euh, mais il est sensible, il est doux vis-à-vis de Louis Degas. Il y a une vraie bromance entre les deux hommes. Alors, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est la différence de tempérament entre ces deux hommes, justement. C'est que Louis, Louis s'identifie à un objet de valeur. Il se confond avec sa richesse matérielle, il se confond avec son argent. Et à juste titre, puisque n'oublions pas qu'il a l'argent dans le cul. C'est comme ça qu'il protège ses biens. Donc il se confond à un objet, il se confond avec son argent à un objet de valeur. Il s'identifie à une chose, Louis Degas. Une chose qui se laisse porter, il se laisse véritablement porter par Papillon, qui est l'homme de la situation. Et au fil de temps, au fil du temps, il recouvre ses facultés humaines, le Louis Degas. Il fléchit le destin à son tour, le Louis Degas. Je t'ai expliqué qu'il y était pour quelque chose dans la survie de son ami en cellule d'isolement, puisqu'il lui fait parvenir des vivres en contrebande. Donc tu vois, il fléchit le destin à ce moment-là. Il n'est pas juste une espèce de mec qui se laisse porter par les événements, de poids mort. Non, voilà, il se sert de sa position d'apprenti maçon et d'organisateur de la vie carcérale pour faire envoyer des vivres à son ami. C'est ce qu'il fait. Et tout ça évidemment au nez et à la barbe de l'establishment. Voilà, il participe activement à la première évasion qui va fonctionner, celle qui va les mener jusqu'en Colombie. Il y participe activement depuis son poste de régisseur de la vie carcérale. Voilà, il y met du sien pour rendre cette évasion possible. Il défend chèrement sa vie sur la barque qui les mène jusqu'en Colombie. Je t'ai parlé du gros sauvageon là, qui fait partie de l'expédition. Je te raconte pas tout parce qu'à un moment donné, il faut quand même que tu puisses
conserver ton plaisir à l'idée d'aller voir le film. Mais voilà, il va défendre chèrement sa vie donc sur cette barque qui les mène vers la Colombie. Euh, voilà, il est. Alors, bon, certes, voilà, il passe du stade d'objet à stade d'être humain qui peut aussi prendre sa part à l'action. Mais foncièrement, le Louis Degas, il aime sa tranquillité. Tu vois, il n'est pas du tout taillé pour l'aventure, il n'est pas taillé pour l'aventure physiquement. En cela, ils ont bien choisi Rami Malek, voilà, qui est plutôt malingre, en tout cas dans le film. Malingre, les lunettes jouent un rôle. À un moment donné, il se fait fouetter très sévèrement par un maton, et la seule chose à laquelle il pense, c'est récupérer ses lunettes, parce que ses lunettes sont tombées, voilà, dans la violence, et il cherche à les récupérer pendant que l'autre, tu vois, il le fouette d'importance, quoi. Donc, ne touche pas à mes lunettes, touche pas à mes lunettes. À un moment donné, il se casse la jambe en essayant de sauter, voilà, lors de cette fameuse tentative d'évasion qui les mène en Colombie. Il se pète la jambe, il est pas du tout à l'aise, il est pas du tout à l'aise avec son corps, il est pas du tout à l'aise avec l'idée de prendre des risques, même s'il le fait, comme je l'ai expliqué, mais c'est pas son truc, tout simplement. C'est un bagnard pantouflard, ce que j'appellerais un batouflard. Note, le batouflard. Louis Degas, il aime son petit confort, et encore une fois, au fil du temps, les matons et les directeurs du bagne vont lui attribuer une forme de tranquillité, parce voilà, il paye pas de mine, le pauvre, et puis je pense que les autres ont un peu pitié de lui, et plutôt que de l'écraser, les dirigeants vont plutôt chercher eux aussi, d'une certaine façon, à le protéger. Euh, et sans te raconter la fin du film, voilà. Cette différence fondamentale de tempérament avec Papillon va mettre va mettre un terme, si ce n'est un terme, va provoquer une distance entre les deux personnages. La scène à laquelle je pense est très émouvante, entre ces deux hommes qui s'aiment, hein. Ils ont fini par vraiment tisser de véritables liens d'affection fraternelle, on pourrait dire. Mais leurs vues sur le monde sont irréconciliables. Tu comprends ça? Irréconciliables, ils n'en demeurent pas moins intimement liés. C'est la bromance, quoi. C'est tout simplement la bromance entre Papillon et Louis Degas. Donc voilà. C'est un film sur la guerre propre. Je t'ai parlé du concept de guerre propre. La mer, non, pas la mer. La guerre menée contre soi-même, dans l'optique de se surpasser, puisque finalement, bien sûr que sur le papier, Papillon se bat contre le système impérialiste, qui l'accuse injustement de meurtre. Bien sûr que sur le papier, c'est ce qui se passe, mais tu comprends bien que les enjeux sont beaucoup plus existentiels que ça, qu'il s'agit encore une fois de se surpasser dans l'épreuve pour mériter ce titre de chevalier, quoi, qui est à la portée de tout un chacun. C'est ce que montre le film, si tu veux. C'est pas un super-héros doté de pouvoirs surnaturels, c'est un être humain comme toi et moi, mais parce qu'il a entraîné son esprit et son corps, les deux ne font qu'un, à la lutte, et qu'il y a pris un certain goût, il s'en sort, puisque le véritable Papillon sera gracié par l'État français, alors bien plus tard, dans les années 70, on est dans les années 30 à l'époque du film, mais dans les années 70, il sera gracié, tu vois, le système oppressif va céder face à ce chevalier félon, le système reconnaît ses torts, et, et le chevalier félon accède à l'honorabilité. Voilà. Il est tout à fait honorable. Bon, voilà, c'était l'histoire du comte de Monte-Cristo du XXe siècle. Je sais que ça t'a plu, c'est pas que j'espère que ça t'a plu, je sais que ça t'a plu. Voilà. Je ferai évidemment d'autres vidéos. D'autres vidéos. En attendant, Coco. Ah, j'ai rien oublié, hein, je t'ai vraiment parlé de tout, hein. Si j'ai oublié des trucs, n'hésite pas dans les commentaires à dire: Ah, t'as oublié de parler de ça, t'aurais dû parler de ça. J'écoute, tu vois. Donc voilà. Je
te bise et je te dis à la prochaine. Coco cocotte, j'avais oublié un truc, j'avais oublié de préciser quelque chose au sujet de Rami Malek, le jeune homme qui incarne Louis Degas. Rami Malek, je dirais que c'est le Omar Sharif de notre époque. Déjà, un, ils ont la même ascendance égyptienne. Deux, ils ont tous les deux beaucoup de talent. Trois, ils ne rentrent dans aucun cliché dans lesquels on pourrait bêtement les foutre. Voilà, d'ailleurs, je suis sûr que si Hollywood devait faire une réadaptation de Lawrence d'Arabie, il choisirait Malek pour interpréter le rôle que tenait Omar Sharif. Voilà, Malek, c'est le mec qui a joué dans iRobot. J'ai pas vu iRobot, mais il paraît que c'est très bien et il va jouer très prochainement Freddie Mercury. Tu vois un petit peu la différence de rôle. Il n'est pas du tout typecast, il peut tout jouer. Il a beaucoup de talent. Voilà, c'est un petit peu le Sharif de notre époque. Il m'a fait penser à Omar Sharif. Voilà, c'est un jeune acteur très prometteur. Et Charlie Hunnam de Sons of Anarchy est très bien lui aussi. Comme je te le disais, il est insolent. C'est un gamin insolent, quoi. C'est un gamin insolent, doué de sensibilité, doué de résilience. Il est très bien avec sa tête de jeune James Bond. Voilà, Charlie Hunnam, Rami Malek. Moi, je suis le voyeur et cette fois-ci, je te bise pour de bon.